Je voudrais vous raconter ma première expérience à l'hôpital en tant qu'externe en pharmacie. On était en charge du soin d'un patient qui était atteint d'un cancer du sang. On l'a passé sur 3 lignes de chimiothérapie successives et malheureusement le patient est décédé. Un petit peu plus tard, avec les pharmaciens, on a repris son plan d'administration et on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on lui avait administré un anticancéreux, il y avait un autre médicament qui était administré en même temps. Les deux, ils se croisaient dans les tubes de perfusion, ils réagissaient chimiquement, ce qui détruisait systématiquement l'anticancéreux avant qu'il arrive dans le sang du patient. Cette problématique, elle m'a marqué, elle m'a choqué. Et puis c'était vraiment hyper frustrant parce qu'on avait fait comme on devait faire, on avait appliqué les protocoles. Vous savez, quand un patient décède d'un cancer, on va penser qu'il était résistant au traitement. J'aurais jamais imaginé que c'était possible qu'en fait il ne le reçoive pas, son médicament. Et à votre avis, quelle est la proportion des patients qui sont en danger vital à l'hôpital, qui sont goinfrés de médicaments intraveineux et qui subissent au moins une incompatibilité médicamenteuse? 10%, 20%, 97%. C'est énorme. Et c'est pas comme si le sujet il était inconnu. Il y a 22 000 articles qui traitent du sujet, 22 000 depuis une centaine d'années, qui testent la compatibilité des médicaments. Et sur ces 22 000 articles, on connaît la compatibilité de seulement 5% des combinaisons. C'est-à-dire que dans 95% du temps, vous êtes incapable de savoir clairement, si vous mélangez deux médicaments, s'ils sont compatibles ou non d'un point de vue chimique. Alors pendant mon externat, j'ai un petit peu voulu résoudre la problématique en allant chercher dans les protocoles, en faisant des tableaux. Mais vous vous doutez, j'ai rien révolutionné. C'est là que j'ai décidé de fuir. La fuite, c'est connoté assez négativement, je vous l'accorde. Ça fait penser à la peur, à la lâcheté, à l'abandon. Et si je vous disais que sans la fuite, on n'aurait jamais trouvé de réponse à ce défi impossible? Aujourd'hui, je voudrais vous montrer pourquoi, selon moi, la fuite, c'est le point de départ de l'innovation. J'ai fui une première fois pour changer de cadre. J'ai quitté la faculté pour rejoindre une école de commerce, une d'ingénieur. J'étais mélangé avec des profils qui étaient tout à fait différents de moi, qui ne connaissaient rien à la problématique de l'incompatibilité, et qui pourtant m'ont posé des questions que personne ne m'avait encore jamais posées. Avec du recul, je me dis que quand on fuit notre réalité, on ne s'en éloigne pas. Je pense qu'on s'en libère. Et vous savez, changer de cadre, ça peut être très simple. Vous êtes à votre bureau, vous avez un problème, vous vous levez, vous faites les 100 pas, vous tournez en rond, vous savez, on l'a déjà tous fait, vous changez de pièce et là, bim, vous avez l'étincelle. C'est exactement ça. Et dans notre cas, changer de cadre, c'était associé à la lumière des pharmaciens, celle des chimistes et des data scientists. C'était finalement cet assemblage de disciplines compatibles, sans mauvais jeu de mots, qui nous permettait d'espérer arriver à comprendre ce qui se passait, comprendre le phénomène. Et puis, quasiment immédiatement, on a dû changer la méthode. C'était la deuxième ligne de fuite. Pourquoi ? Parce que si on suit la méthode traditionnelle, il nous faut encore 2000 ans avant d'avoir une base de connaissances complète sur les mélanges de deux médicaments. 2000 ans, c'est long, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et c'est d'autant plus long que les patients, ils attendent une réponse aujourd'hui. Donc on a changé la méthode, on a développé de l'équipement qui nous permettait de tester non pas un échantillon à la fois, mais une centaine en même temps. Donc ça c'est super, ça nous permettait d'aller beaucoup plus vite. Mais bon, si on fait les calculs, c'est toujours pas suffisant. Donc on s'est posé la question une deuxième fois de la méthode et on s'est demandé, est-ce qu'on est obligé de tout tester ? Et la réponse est non. On peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour simuler les réactions chimiques entre les médicaments et prédire si ça va bien se passer. Et quand on fait ça, ça va tout de suite beaucoup plus vite, puisqu'il y avait 7000 combinaisons connues, donc au travers de 100 ans de recherche. 1 an et demi plus tard, on en avait plus de 100 000. Et 1 an plus tard, plus de 3 millions. Et là, c'est des mélanges de 2 médicaments, mais aussi 3, 4, 5 médicaments.
ce qui représente la réalité à l'hôpital aujourd'hui. Donc, à ce niveau-là, on avait résolu la première partie de notre défi impossible, c'est-à-dire obtenir les connaissances sur le sujet. Mais il y avait un deuxième défi qui était de taille, qui restait, c'est celui du temps. Plus précisément, le temps du pharmacien nécessaire à aller chercher la compatibilité de chaque combinaison pour toutes les ordonnances de tous les patients pour tout l'hôpital. Et là, vous vous doutez, humainement, c'est impossible. Et on a beau changer la méthode, on a beau changer de cadre, on ne peut pas y faire grand-chose. On a dû fuir notre rôle. Alors, je pense qu'on connaît tous quelqu'un en réunion qui ne s'exprime pas beaucoup, pour laisser la parole aux autres. Ou encore, on a tous cette image un petit peu préconstruite de l'homme fort, qui n'a pas besoin d'aide. Et si la personne en réunion, on lui donnait la parole, et que l'homme fort, on lui tendait la main, qu'est-ce qui se passerait ? Dans notre cas, le pharmacien, c'est le garant de la sécurité du médicament. Ça veut dire que s'il y a une problématique autour du médicament, c'est généralement lui qui va être concerné, et il va faire des solutions souvent pour lui. Mais qui administre les médicaments à l'hôpital ? C'est l'infirmier. Donc, on a enlevé notre casquette d'expert, on est allé questionner l'infirmier, et en fait, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin d'un outil qu'on était capable de faire et donc qu'on a développé. En 2 mots, c'est un logiciel qui détecte les risques de réactions chimiques sur l'ordonnance et qui va proposer aux infirmiers une façon d'administrer de sorte que les médicaments incompatibles ne se touchent pas. Et là, en fait, on avait fait une révolution. Parce que, déjà, on n'avait plus de problème de temps. Les infirmiers sont beaucoup plus nombreux que les pharmaciens à l'hôpital. Et puis, on avait déplacé le pouvoir de savoir. C'est-à-dire qu'il ne restait pas entre les mains de l'expert, mais il diffusait, il circulait, et du coup, il devenait utile. Donc ça, c'est les 3 premières lignes de fuite, le cadre, la méthode, le rôle, et il y en a une 4e, qui est un petit peu plus discrète, plus difficile aussi, c'est fuir pour se réinventer. Vous savez, dans mon parcours d'innovation, je me suis rapidement rendu compte que le plus grand obstacle pour innover, ça risquait d'être moi. Ça risquait d'être moi parce que on s'identifie à un certain nombre d'étiquettes. Je m'identifie comme un pharmacien, on en a parlé, comme un créatif par exemple, et d'autres. Et en fait, ces étiquettes, elles ne sont pas suffisantes si on veut devenir entrepreneur. Il faut aussi devenir chef d'entreprise, chef d'équipe, vendeur, et puis apprenant à nouveau. Pendant ce parcours de transformation, je me suis justement rendu compte qu'on ne pouvait pas espérer changer le monde si on ne changeait pas d'abord soi-même. C'est ce que j'appellerais une fuite de croissance. Et ça, on est tous amenés à en faire. Par exemple, quand on devient parent, on va quitter une version un peu plus insouciante de soi-même qui pourrait nous empêcher d'évoluer pour devenir une version plus responsable. Mais attention, je ne vous fais pas une apologie de la fuite totale, ce n'est pas mon propos. Il y a des contraintes qui sont nécessaires et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mon propos, c'est de choisir ces lignes de fuite avec conscience. Parce que quand elles sont bien choisies, ça paye. Aujourd'hui, on est utilisé dans les plus grands hôpitaux, en France, en Europe, on commence à s'étendre aux États-Unis, c'est un truc de dingue, ça fait 3 ans que la société existe. Et puis, c'est plus d'une centaine d'incompatibilités qui sont évitées chaque jour avec notre logiciel. Donc autant de vies qu'on protège, et ça, j'en suis très fier. Donc changer de cadre, changer de méthode, changer de rôle, et se réinventer. C'est les 4 lignes de fuite. Et je pense que c'est justement dans ces pas de côté, dans ces décalages, que vont naître les solutions impossibles. Tenez, je vais vous proposer d'essayer un de ces pas de côté avec moi, et puis après je vous partagerai ma méthode. Je vous invite à fermer les yeux une quinzaine de secondes, à prendre une grande inspiration, gardez l'air et expirez doucement.
Chaque fois que vous serez coincé, souvenez-vous de cette respiration. Parce que fuir, c'est ça, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est créer de l'espace pour laisser entrer de l'air neuf. Et c'est le point de départ de l'innovation. Maintenant, ma méthode. Et si je vous disais que la solution, elle pouvait tenir dans le fond d'écran de votre téléphone? Vous savez, on regarde tous notre téléphone une dizaine de fois par jour, voire une centaine, ou peut-être un millier pour les plus fous d'entre nous. Et on le regarde encore plus quand on est contrarié, quand on est perturbé. Alors je me suis dit, bon, autant que ça devienne utile. Donc j'ai mis un bouton pause sur le fond d'écran de mon téléphone. Et ce bouton pause, forcément, à un moment donné, quand je vais être contrarié, je vais finir par le regarder. Et en fait, il va me faire penser à respirer. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va casser le réflexe de résistance. Et ça va ouvrir mon esprit à d'autres perspectives, à la curiosité, à la souplesse. À ce niveau-là, les 3/4 du travail y sont faits, et puis la suite, vous savez quoi faire, appliquer une des 4 lignes de fuite. Donc essayez le prochain coup, vous respirez, et je pense que vous verrez votre problème impossible différemment. En parlant de problème impossible, d'une autre de problème impossible, et de notre patient, je pense qu'à chaque fois qu'une incompatibilité continue d'être évitée, c'est un petit peu de lui qu'on sauve à nouveau. Je vous remercie.